Je suis Jacques Lascar, je suis astronome au CNRS et directeur de recherche. Je m'intéresse au mouvement des planètes et à la recherche je cherche à retrouver le mouvement des planètes sur des millions d'années. Mais je ne vais pas le faire en regardant le ciel avec une lunette ou un télescope, je vais le faire en creusant des trous. Je vais faire des forages, même des forages de plusieurs kilomètres de profondeur, et je vais chercher à retrouver les traces du mouvement des planètes dans les roches. Alors, je vois, ça peut paraître complètement farfelu, mais je vais vous montrer que c'est possible. Donc la première chose à comprendre, c'est que les planètes, et la Terre en particulier, est sur une ellipse. Alors cette ellipse, ça c'est ce que vous avez appris à l'école, mais ça date de 1604 quand même, je vous le dis. Donc quand la Terre est au plus près du Soleil, au périhélie, elle est un peu plus chaude que quand elle est à l'aphélie, globalement. De combien ? Alors là, je vais vous montrer une formule. Vous allez voir, elle n'est pas trop compliquée. C'est la seule formule que vous allez voir. Elle vous dit que la variation de température relative entre le périhélie et l'aphélie, c'est l'excentricité, c'est-à-dire la distance relative entre les deux foyers. Si l'excentricité est nulle, c'est 0. Alors, que vaut l'excentricité de la Terre ? Ce qu'il faut voir, c'est que c'est la variation relative, mais par rapport à la température absolue, donc pas par rapport à 15 degrés, mais par rapport à 288 degrés. Et comme la température, comme l'excentricité, c'est 1,7%, eh bien ça fait 5 degrés. Alors 5 degrés, ce n'est pas beaucoup, mais ça compense un peu le contraste des saisons. Maintenant, on va changer, on ne va pas rester en 1604, on va aller un peu plus loin, 1687, c'est Newton, la loi de gravitation universelle. La gravitation universelle permet de retrouver le mouvement de Kepler pour une planète autour du Soleil. Mais dès qu'on a plusieurs planètes, les planètes se perturbent entre elles et on sait que le mouvement des planètes, ce n'est plus des ellipses de Kepler, mais ça va être des ellipses qui vont se déformer. Qui vont se déformer comment ? Je vais vous le montrer. Voilà comment elles se déforment. Là, vous voyez, ce sont les ellipses de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et vous les voyez en vraie grandeur. C'est une simulation numérique, mais c'est en vraie grandeur. Là, déjà 400 000 ans est passé. Donc, ce sont des mouvements lents. Mais vous voyez que ça bouge, donc les orbites se déforment, et en se déformant, bien, l'excentricité va changer et va devenir de temps en temps un peu plus grande. Donc, la valeur de tout à l'heure de 1,7%, elle peut atteindre 6%. Et quand elle atteint 6%, on a à ce moment-là 17 degrés de différence entre la position au plus près et la position au plus loin. Et donc on conçoit que cette différence va faire changer le climat à la surface de la Terre. Et ce changement de climat va se retrouver enregistré dans les sédiments terrestres. Le premier à avoir vraiment formalisé tout ça, c'est Milankovitch, dans les années 40. Il a fait une théorie complète de l'insolation à la surface de la Terre. Et l'insolation, elle varie avec plusieurs périodes, mais essentiellement la période de précession de l'axe de la Terre en 20 000 ans. Et puis, c'est modulé par l'excentricité, ici en rouge, de la Terre, avec des périodes de 100 000 et 400 000 ans. Et donc, ces variations de l'insolation vont entraîner des variations climatiques qui vont se retrouver enregistrées dans les sédiments. Elles sont enregistrées dans les glaces, donc là c'est sur 400 000 ans, c'est un forage de glace de 3 km, et on a des variations ici en bleu d'un indicateur de température, et vous voyez que ceci se corrèle parfaitement à la courbe rouge, et la courbe rouge, c'est la variation d'insolation. Donc la courbe rouge, elle résulte du mouvement des planètes. C'est le mouvement, les interactions entre les planètes qui font bouger l'orbite de la Terre, qui induisent cette variation d'insolation. Et donc ça, c'est calculé par la mécanique céleste. Donc on a la variation fonction du temps. Ici, on a la variation fonction de la profondeur. Et en faisant coïncider l'un avec l'autre, on retrouve la profondeur fonction du temps. Donc on peut savoir l'échelonnement des périodes glaciaires. Ça, c'est sur 400 000 ans, mais on peut aussi regarder sur des temps beaucoup plus longs en regardant les sédiments marins. Voici un forage sédimentaire, ce sont des morceaux d'1 mètre. C'est dans une période qui est ici de 11 millions d'années en arrière. Et vous avez ici des bandes sombres,
et des bandes claires. Et vous voyez que les bandes sombres s'ajustent parfaitement au minimum ici de l'insolation. Et encore une fois, l'insolation ici, c'est le mouvement des planètes. Donc c'est le mouvement des planètes qui induit ces variations. Donc vous commencez à me croire, là, vous commencez à croire qu'on va pouvoir retrouver le mouvement des planètes dans les roches, hein, puisque ici c'est bien ce qu'on voit finalement, ces bandes sombres, c'est le mouvement des planètes. Alors ça marche tellement bien que les géologues, pour dater les sédiments, dans les périodes les plus récentes, c'est-à-dire, quand je dis plus récents, hein, c'est les derniers 60 millions d'années, hein, donc ça c'est le problème. Hein, quand on me demande de réparer un interrupteur, j'ai une échelle de temps qui n'est pas tout à fait la même que d'autres. Mais en tout cas, ici, dans les derniers 60 millions d'années, tout est calibré, toute la datation géologique est calibrée par ajustement au calcul astronomique. Donc on a une calibration astronomique des enregistrements géologiques. Alors là, c'est parfait, on a fait ça sur 60 millions d'années. Vous comprenez que les géologues, ils creusent de plus en plus profond. Et on ne peut pas les arrêter, donc ils vont creuser plus profond et ils vont dire maintenant, on veut aller plus loin, on veut sur 100 millions d'années, on veut sur 200 millions d'années. Mais alors là, il y a quelqu'un qui a empêché un peu tout ça. Quelqu'un qui est responsable et qui est ici. C'est Henri Poincaré. Et Henri Poincaré, en fait, en étudiant le mouvement des trois corps, un modèle simplifié du mouvement des trois corps, il a montré l'existence de zones chaotiques, de zones où on avait une instabilité exponentielle des trajectoires, c'est-à-dire qu'une toute petite variation entraînera une très grande conséquence. Et il n'a pas tracé cette figure, mais il a dit on sera frappé par la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer. Je doute fort qu'il ne l'ait pas tracée dans un petit coin de serviette. Alors, Poincaré, pourtant, ne croyait pas que le système solaire était instable. Poincaré, lui, pensait que ça, c'était quelque chose de purement mathématique qui s'appliquait en temps infini sur un système. Mais il pensait que pour le système solaire, on avait des effets dissipatifs qui allaient tempérer, en fait, cette diffusion. Mais en fait, il n'en est rien, et ça, c'est ce que j'ai montré il y a 35 ans. Pour le système solaire, on a un mouvement chaotique, on a une divergence exponentielle, et cette divergence est relativement forte puisqu'on perd un chiffre tous les 10 millions d'années. Donc autant en météo, vous ne saurez plus quel est le temps au bout de quelques semaines, et on ne saura jamais. Ici, c'est plutôt quelques dizaines de millions d'années. Et en fait, on a montré même de manière plus précise qu'on ne pourra jamais retrouver le mouvement du système solaire de manière précise à partir de la position actuelle sur plus de 60 millions d'années. Ici, vous avez des trajectoires, là c'est le temps en millions d'années. Vous voyez, donne à peu près toute la même chose jusqu'à à peu près 50 millions d'années, mais après ça donne n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on sait qu'on ne pourra jamais aller au-delà de 60 millions d'années, et on peut trouver une solution sur 50 millions d'années. Alors si on ne peut pas, je vous dis, on ne peut pas aller au-delà de 60 millions d'années, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'y aller. C'est quand même la première chose qu'on a envie de faire. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire au-delà de 60 millions d'années? Alors en fait, on va y aller, mais on va y aller avec de l'information supplémentaire. Et c'est ça que va nous donner les données géologiques. Et c'est là tout le projet qu'on a entrepris, AstroGéo, c'est à travers ces données géologiques, qui sont quand même des enregistrements du passé, on veut retrouver non seulement l'histoire de la Terre, l'histoire du système Terre-Lune, mais aussi l'histoire de l'ensemble du système solaire. Et en fait, je vais vous montrer en exemple. Un exemple ici, c'est un forage fait par mon collègue américain Paul Olsen dans les années 80. Ce forage est fait au sud de New York, dans le Newark Basin. C'est un forage de 7 km de long, c'est plusieurs morceaux d'1 kilomètre. Et en fait, il recouvre toute une période entre 200 millions d'années et 233 millions d'années. Donc c'est 34 millions d'années. Et en fait, quand Paul a analysé ces données, il ne trouvait pas les mêmes valeurs que les valeurs actuelles pour une certaine période qui actuellement vaut 2,4 millions d'années. Il trouvait 1,7 million d'années. Et la grande question, c'était de savoir, est-ce que cette différence peut être le résultat de l'évolution chaotique du système solaire? Donc ce qu'on a fait, on a regardé 13 solutions ici, qui partent toutes du même point, du point actuel, où la valeur vaut 2,4 millions d'années.
la valeur de cette période vaut 2,4 millions d'années. Mais si on calcule ces trajectoires, pendant 50 millions d'années, elles vont donner tout à peu près la même chose. Et puis après, chacune va aller dans sa direction, en fait, dans son chemin. Mais il y en a une, ici en noir, qui a bien la bonne valeur de 1,7 million d'années à 200 millions d'années. Donc ça disait à Paul que oui, c'est possible. C'est possible de retrouver ça. Non seulement c'est possible, si on regarde de près cette solution, on prend cette solution, on la regarde, on fait l'analyse de cette... En fait, on analyse la solution, on analyse aussi le sédiment, on compare les deux analyses et on trouve exactement la même chose. On retrouve la même chose et ça permet de retrouver en fait les fréquences fondamentales, les pulsations fondamentales du système solaire qui correspondent chacune à une planète. On va retrouver toutes celles-là, donc on retrouve bien l'état du système solaire d'il y a 200 millions d'années. Alors on n'a pas tout à fait fini parce que là c'est un point dans le passé, c'est un peu comme si vous jouiez au ping-pong dans une forêt et puis vous pouviez dire à telle date, je suis passé sur cet arbre. Ça ne veut pas dire que vous avez reconstitué complètement toute la trajectoire. Mais c'est un premier point et tout le projet actuel, c'est d'aller dans cette direction et d'essayer de reconstruire, à partir de ces données géologiques, l'ensemble de la trajectoire du système solaire. On ne va pas le faire de manière très précise, mais de manière approchée sur plusieurs centaines de millions d'années. Bonjour, donc je suis Jean-Philippe Beaulieu, directeur de recherche à l'Institut d'astrophysique de Paris. Puis je fais partie des gens qui chassent des planètes, essayer de trouver d'autres planètes tournant autour d'autres étoiles. Se poser la question de savoir si la Terre et les planètes de notre système solaire sont communes, c'est une question que se posaient déjà les Grecs il y a 2500 ans. Et en fait, ces 30 dernières années, on a vraiment apporté des réponses à ces différentes questions. Mais la première chose, avant de parler des autres planètes, faisons un petit tour chez nous. Chez nous, donc là vous voyez notre système solaire, on peut dire qu'il y a différents types de grandes familles de planètes. Il y a ce qu'on peut appeler les géantes gazeuses, donc ce sont des planètes dominées par des atmosphères d'hydrogène, d'hélium. Donc il y a Jupiter, Saturne, et puis il y a des géantes gazeuses qui sont un peu plus petites, Uranus et Neptune. Il y a les planètes telluriques, donc la Terre, Mercure, Vénus et Mars. Et puis il y a ce qu'on appelle les planètes naines, Pluton, donc ce sont un corps plus petit avec une grosse abondance de glace. Donc déjà vous voyez, il y a différentes catégories de différentes types. Et on peut regarder, en fait, vous n'avez pas deux planètes qui sont semblables. Donc là, ce sont des vues des vues prises avec les télescopes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, donc 3 planètes telluriques. Déjà, elles ont déjà un aspect à l'œil, vous voyez tout de suite, elles sont très différentes. La même chose pour les planètes gazeuses. En fait, déjà à l'échelle de notre système solaire, il n'y a pas 2 planètes qui sont semblables. Mais avant de chercher à essayer de trouver des exoplanètes, de se dire s'il y a des planètes autour d'autres étoiles, on va se dire on va prendre comme hypothèse de départ, notre système solaire est quand même la base, donc on va essayer de trouver des planètes comme celle de notre système solaire. Quelles sont les plus faciles à trouver? Les plus grosses. Donc la première étape a été de chercher des planètes comme Jupiter. Jupiter, c'est 320 fois la masse de la Terre, en orbite sur une période de 11 ans. Et donc l'idée c'était de chercher des planètes comme ça sur des longues orbites. Et la première surprise, en 1995, on n'a non pas trouvé un Jupiter sur une orbite de 11 ans, mais sur une orbite de 4 jours. Donc ce travail a été fait par nos amis suisses, Michel Mayor et Didier Queloz. Il y avait différentes équipes qui faisaient ceci, mais on cherche une sœur de Jupiter, et qu'est-ce que l'on fait? On trouve une Jupiter qui tourne très très proche de son étoile. Et avec ça, donc c'était en octobre 1995 qu'il y a eu l'annonce, et depuis il y a eu vraiment une révolution, et ça a vraiment été un champ qui est devenu extraordinairement dynamique. Différentes méthodes sont utilisées pour chercher des planètes. Et donc, au fil des ans, au début, on trouvait une planète par-ci par-là. On les connaissait toutes par leur petit nom. Et aujourd'hui, on est à plus de 5000 planètes connues. Je dirais un autre élément intéressant, c'est la première question de savoir sur ces planètes, est-ce qu'il y en a beaucoup? Et en fait, ça, c'est quelque chose que l'on a pu faire, montrer en 2012. C'est-à-dire montrer qu'avoir une planète, pour les étoiles de notre galaxie, c'est la règle. C'est-à-dire que chaque fois que vous regardez une étoile dans le ciel, vous pouvez vous dire... il y a une chance forte qu'il y ait au moins une planète en orbite. Ça veut dire des planètes, il y en a vraiment beaucoup. Et ces planètes, vous allez voir, elles peuvent être de différentes catégories. On trouve des planètes chaudes, très proches de l'étoile, des planètes froides, des grosses planètes, des petites planètes. Et parmi les choses aussi que nous avons fait récemment, on peut aussi trouver des planètes autour d'étoiles mortes. Donc ça, c'est un travail que nous avons fait en 2021. On peut trouver autour d'une naine blanche, qui est le cadavre du Soleil
après la fin de son existence, on peut trouver une planète on a trouvé une planète un peu comme Jupiter, donc une image de notre système solaire après son décès dans 5 milliards d'années. Pour avoir une petite idée des planètes, donc je vous dis 5000 planètes découvertes aujourd'hui, et là c'est une vue d'artiste montrant une partie de ces mondes. Donc vous voyez, il y a des très grosses planètes avec des atmosphères très étendues, d'autres qui sont des petites planètes. Il y a des planètes rocheuses, des planètes gazeuses, des planètes chaudes, des planètes froides. Il y a vraiment énormément de choses. Et en fait, chaque fois que des nouveaux instruments arrivent, on a une nouvelle grosse avancée avec la découverte de beaucoup de systèmes différents. Parmi les grosses surprises, puisqu'on avait quand même le paradigme du système solaire, ça a été la découverte de planètes dont on n'a pas dans notre système solaire. D'abord, les Jupiters chauds. Nous n'avons pas un Jupiter proche du Soleil. Un autre type de planète, qui est en fait le type de planète le plus abondant dans l'univers, ce sont ce que l'on appelle les super-Terres et les mini-Neptunes. Ce sont des planètes de 2 à 8 fois la masse de la Terre. Chez nous, on n'a pas ça. Mais ce sont les planètes les plus abondantes. Elles peuvent être de différents types. On en a découvert des glacées, d'autres qui peuvent être à différentes distances de leur étoile, plus ou moins chaudes, d'autres qui sont tellement chaudes qu'elles doivent être couvertes par des océans de lave, et d'autres enfin, où peut-être il y a une forte concentration en eau, et donc ce sont peut-être des planètes entièrement couvertes d'océans. Donc ces planètes-là, les plus abondantes de l'univers, on n'en a pas chez nous. Donc déjà, ça montre que le fait de se dire on cherche quelque chose qui est comme notre système solaire, finalement on a quand même des surprises. Une des grosses surprises, justement, avec ces petites planètes, ces planètes de 2 à 8 fois la masse de la Terre, c'est qu'en fait, quand on regarde la distribution de leurs rayons, vous voyez qu'il y a 2 pics. Ces 2 pics, ça correspond en fait à 2 grandes familles de planètes. Il y en a qui sont juste des planètes rocheuses, avec une atmosphère plus ou moins étendue. Donc on peut dire un truc un peu comme la Terre, avec une atmosphère soit comme nous, soit pas d'atmosphère, soit un petit peu plus étendue. Soit des choses qui sont vraiment comme une mini-planète géante, avec une atmosphère vraiment importante d'hydrogène, d'hélium, avec méthane, etc. Comment on fait la différence entre les deux ? Ça fait partie des grosses questions auxquelles on essaye de répondre aujourd'hui avec les instruments dont on dispose. Évidemment, la Terre, on pense tout de suite à essayer de trouver quelque chose qui ressemble à la Terre. Et donc, il y a eu, avec notamment le satellite Kepler, des recherches vraiment systématiques de planètes. Essayons de trouver des planètes qui sont assez petites, donc plutôt dans la catégorie planètes rocheuses, et qui sont suffisamment éloignées de leur étoile pour pas qu'il fasse trop chaud, qui sont quand même. Ça ne veut pas dire que la planète est nécessairement habitable. C'est vraiment le degré zéro. Au moins, commençons par recevoir un peu d'énergie à la surface de la planète, mais pas trop. Et là, vous avez une liste donc, de ces planètes qui ressemblent un petit peu à la Terre, d'après les vues artistiques. Certaines sont un peu plus petites, d'autres sont un petit peu plus grosses. Voilà. Et donc, en fait, il y a vraiment aussi pas mal d'études pour essayer de les comprendre. Mais là, on se compare juste de la masse, de la rayon et de la quantité d'énergie qu'elles reçoivent à leur surface. Il y a un système qui a fait beaucoup de bruit quand il a été découvert. C'est le système TRAPPIST-1. Donc c'est une petite étoile rouge, donc 1/10 de fois la masse du Soleil, avec un cortège de 8 planètes. Et ces planètes sont toutes des planètes rocheuses. Donc c'est vraiment un système très très intéressant. Mais quand vous regardez par rapport à l'échelle de notre système solaire, la planète la plus lointaine du système, elle est vraiment complètement à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Ce sont des planètes. Donc c'est un système qui est vraiment très très compact avec des planètes rocheuses. Donc ça aussi, c'est très différent de notre système. Bon, là, quand on essaie de faire des études dessus, pour l'instant, on trouve que ces planètes sont soit des atmosphères nuageuses, soit pas d'atmosphère du tout. Donc, mais ça fait partie des cibles privilégiées du James Webb. Parce qu'évidemment, on veut savoir ce qu'il y a dans les atmosphères de ces planètes. Et mesurer, déjà détecter des planètes, c'était pas facile. Aller chercher des molécules dans les atmosphères des planètes, là c'est vraiment coton. On peut dire que ça a commencé en 2007 avec la première détection de vapeur d'eau dans l'atmosphère d'un Jupiter chaud, et c'est quelque chose qui s'est vraiment beaucoup développé au fil des ans. Avant le lancement du James Webb, il y avait environ 80 planètes qui avaient eu des molécules détectées dans leur atmosphère, et maintenant on entre vraiment dans une nouvelle ère, et voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle un spectre donnant la composition de l'atmosphère d'un Jupiter chaud observé par le James Webb. S'il n'y avait pas d'atmosphère, les points de mesure seraient tous alignés. Donc vous voyez, il y a plein de bosses, et toutes ces bosses traduisent la présence de molécules. Alors là, vous avez du CO2, du méthane, du monoxyde de carbone, du SO2, il y a aussi
des nuages, de l'eau, enfin, toutes ces choses-là sont découvertes juste avec une observation de James Webb. Donc maintenant, on commence vraiment à pouvoir faire de la chimie et de la photochimie de l'atmosphère de ces planètes, ce qui permet d'apprendre quand même beaucoup de choses. Et nous vivons un âge d'or puisque nous avons toute une flottille d'instruments qui est soit en vol, soit qui va être lancé bientôt, comme le satellite Ariel qui est en développement pour un lancement en 2029 qui lui sera dédié à l'étude des atmosphères de planètes. Évidemment, tout le monde veut une planète habitable, les biomarqueurs. Regardons Vénus, la Terre et Mars. Donc ça, c'est pris avec des sondes de chez nous. On voit que ça soit Vénus ou Mars, donc il y a une grosse contribution de CO2 dans l'atmosphère, qui est donc cette absorption que vous voyez là. La Terre, vous voyez, une atmosphère assez riche avec de l'eau, de l'ozone, du dioxyde de carbone. L'idée, ce qu'on aimerait bien faire, c'est prendre ce genre de spectre sur une planète comme la Terre. Mais ça, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Et aussi, on peut savoir que ces atmosphères, elles évoluent au cours du temps. Donc juste pour vous donner un peu le contexte, entre le moment où la Terre se forme et aujourd'hui, le contenu de l'atmosphère a beaucoup évolué par la chimie, photochimie, et aussi, dans notre cas, par l'activité biologique. Donc le jeu, ça sera d'essayer d'observer des planètes, le plus grand nombre de ces planètes possible, comprendre la physico-chimie de leur atmosphère, et puis peut-être un jour se dire « Ah, il faut avoir des sources particulières pour pouvoir avoir une activité biologique qui se traduirait dans l'atmosphère de la planète. » Et ça, c'est pas pour demain. Ça, c'est pour plus tard. En utilisant, c'est l'objectif principal de la NASA à l'horizon 2040-2050. C'est la même chose pour l'ESA. Donc l'idée, ce sera d'avoir un très grand télescope dans l'espace qui fera des observations avec un cornographe et ce qu'on appelle un star shade, donc un écran que l'on mettra devant l'étoile pour pouvoir essayer d'atténuer la lumière de l'étoile derrière. Voilà, donc là, pour finir, la Terre, en fait, elle est quand même un système vraiment particulier. Des systèmes avec tout le cortège de planètes, avec Jupiter, Saturne et les planètes internes, en fait, ça, on n'en a pas encore en stock. Donc, c'est-à-dire que l'idée que l'on avait initialement, ça a l'air quand même un petit peu différent. Les planètes les plus abondantes que l'on a trouvées dans l'univers sont des planètes d'un type qu'on n'a pas dans notre système solaire. Donc vraiment, on est dans un mode en fait exploratoire. On est vraiment en train de découvrir beaucoup de choses sur les planètes, leur évolution, les propriétés physico-chimiques de leur atmosphère. Mais il ne faut pas perdre de vue un truc, c'est que la Terre n'est pas une planète comme les autres. Et elle est rare et précieuse. Et donc, il faudrait aussi la protéger un petit peu. Merci. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Sébastien Carassou, je suis vulgarisateur scientifique et je suis venu vous partager mes angoisses existentielles du moment parce qu'il se trouve que ça fait plusieurs années que je réfléchis beaucoup sur la fin du monde, ce qui fait de moi quelqu'un de très fun à inviter en soirée. Mais bon, c'est quand même, ça fait partie de la condition humaine, hein. Je ne suis pas la seule personne à m'inquiéter de la fin du monde, c'est même l'un des sujets principaux de la plupart des religions du monde, hein. On appelle ça une eschatologie, un discours sur la fin du monde. Et il se trouve que depuis quelques décennies, la cosmologie, la science de l'univers dans son ensemble, elle a produit des outils et des concepts qui nous aident à produire un discours sur la fin du monde. On pourrait appeler ça une sorte d'eschatologie physique, donc une eschatologie basée sur les lois de la physique telles qu'on les connaît. Et donc notamment, la cosmologie contemporaine, elle nous dit que l'univers, il a une histoire. Ça n'a pas toujours été de sens, hein. L'univers, il a une histoire. Cette histoire, elle commence il y a 13,8 milliards d'années, à l'époque où l'univers était extrêmement dense et extrêmement chaud. Et au fil des milliards d'années, il n'a fait que s'étendre et se refroidir en formant au passage des galaxies, des étoiles, des planètes et même des formes de vie. Et est-ce que cette expansion, elle va durer toute la vie, enfin toute la vie de l'univers? Et à quoi vont ressembler les paysages cosmiques du futur? Eh bien, c'est ce que je me permets d'aborder avec vous dans un temps extrêmement réduit. Donc on va déjà commencer cette discussion par se demander à quoi va ressembler le cosmos du futur et que vont devenir notamment les étoiles qu'on peut voir dans le ciel tous les soirs, enfin à peu près tous les soirs. Donc une étoile déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse boule d'hydrogène et d'hélium, hein, les éléments chimiques les plus simples du cosmos, et au centre d'une étoile il fait extrêmement chaud et extrêmement comprimé, et il fait tellement chaud et tellement comprimé que les noyaux d'hydrogène vont avoir tendance à se coller entre eux pour former des noyaux d'hélium. Ça c'est un processus qu'on appelle la fusion nucléaire. Et
et ça produit extrêmement beaucoup d'énergie sous la forme de rayonnement. Et ces rayonnements, ils vont exercer une pression sur les couches externes de l'étoile qui va l'empêcher de s'effondrer sur elle-même sous son propre poids. Mais ça, l'étoile ne peut faire ça que tant qu'elle a de l'hydrogène dans son cœur. Une fois qu'elle a épuisé son carburant d'hydrogène, il y a des choses très intéressantes qui vont se passer. Il y a deux processus qui vont entrer en œuvre. Le premier processus, c'est que l'étoile va se mettre à enfler jusqu'à éjecter ses couches de gaz externes dans l'espace. Et en parallèle, son cœur il va se mettre à se contracter jusqu'à trouver un nouvel équilibre. Et ce nouvel équilibre, il va dépendre de la masse initiale de l'étoile. Donc si vous avez une étoile dont la masse initiale est équivalente à un soleil, voire quelques soleils, le résidu stellaire qui va rester à la fin, donc le cœur d'étoile effondré, ça va être ce qu'on appelle une naine blanche. Donc c'est une grosse boule de la taille d'une planète rocheuse qui est extrêmement dense. Une cuillerée à café de naine blanche, ça pèse à peu près autant qu'une grosse voiture. Si vous avez une étoile qui est plus massive que 8 fois la masse du Soleil, et bien là, le cœur il va se contracter encore plus qu'une naine blanche et va devenir ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est une petite boule de la taille de Paris intramuros, une vingtaine de kilomètres de diamètre, dont la densité va être telle qu'une cuillère à café d'étoile à neutrons, ça va peser autant qu'une grosse montagne. Et si vous avez une étoile qui est dont la masse initiale elle est supérieure à 25 soleils, donc à peu près une vingtaine de soleils, eh bien il n'y a aucune force dans l'univers qui va pouvoir empêcher l'effondrement du petit cœur stellaire, et donc le cœur stellaire va se transformer en région complètement coupée du reste de l'univers, tellement dense que même la lumière ne pourra pas s'en échapper, donc qui va créer un trou noir. Et donc le fait que les étoiles, elles meurent en fait, entre guillemets, elles vivent pas vraiment, mais en tout cas elles passent d'un stade d'étoile à un stade de cadavre stellaire, et bien ça, si on prend cette conclusion au sérieux, ça a des conséquences assez perturbantes sur le futur à très long terme du cosmos. Et notamment sur le fait que, dans un futur très lointain, on aura probablement un moment où il n'y aura plus du tout d'étoiles dans l'univers. Pourquoi ça ? Parce que l'univers il s'étend, les galaxies elles s'éloignent les unes des autres au fil du temps, et donc c'est de plus en plus difficile de former des étoiles, des nouvelles étoiles dans l'univers. Donc on peut imaginer un temps à peu près de l'ordre de plusieurs millions de milliards d'années dans le futur, où l'intégralité des étoiles de l'univers seront mortes et se seront transformées en cadavres stellaires. Et donc l'univers deviendra une espèce de grand cimetière peuplé de cadavres stellaires, des étoiles à neutrons, des naines blanches et des trous noirs. Et donc si on regarde un petit peu l'histoire de la formation des nouvelles étoiles dans le cosmos, on remarque un truc assez surprenant, c'est que le pic de formation stellaire globale dans l'univers, il a eu lieu il y a très très longtemps. Il a eu lieu dans les 2 à 3 premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers, et il n'a fait que décliner depuis. Donc on doit s'attendre, le paysage cosmique du futur, ce sera des cadavres stellaires, et si la vie existe toujours à ce moment-là, elle devra migrer autour de certains cadavres stellaires pour en retirer un petit peu l'énergie résiduelle qui est rayonnée par ces astres. Mais le futur à très long terme du cosmos, il ne dépend pas forcément que de l'évolution des étoiles, il dépend aussi de l'évolution de l'expansion de l'univers dans son ensemble. Et ça, sur cette question-là, ça reste une question assez ouverte pour l'instant. Les scientifiques, ils sèchent un petit peu pour l'instant sur cette question. Et cette question, elle est assez fondamentale. Il y a plein de recherches qui sont dessus en ce moment et qui se focalisent notamment sur un ingrédient très spécifique du cosmos qui s'appelle l'énergie sombre. L'énergie sombre, c'est une composante de l'univers qu'on a mis en lumière à la fin des années 90 suite à l'observation de quelques explosions d'étoiles très lointaines qui étaient plus lointaines que prévues. Et en fait, la seule manière d'interpréter ces observations, c'était de considérer que l'univers, non seulement il s'étend au fil du temps, mais son expansion, elle est accélérée. Elle va de plus en plus vite, et ce, depuis à peu près 5 à 6 milliards d'années. Donc ça, c'est l'un des résultats les plus importants de la cosmologie observationnelle de ces dernières décennies, et ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la nature de cet accélérateur cosmique. Donc cet accélérateur cosmique, les astronomes, ils ont tendance à mettre un nom dessus, et ce nom, c'est l'énergie sombre. Et c'est une composante de l'univers qui est quand même assez fondamentale. C'est très important de comprendre la nature de l'énergie sombre, parce qu'elle compose à peu près les 2/3 de l'univers dans son ensemble. Le contenu total de l'univers dans son ensemble. C'est le contenu, la composante dominante de l'univers. Donc c'est très important de comprendre sa nature, mais sa nature aujourd'hui, elle est complètement inconnue. Et c'est un grand mystère de l'astrophysique.
l'astrophysique, peut-être même le plus grand mystère de l'astrophysique contemporaine, en tout cas à l'échelle des galaxies, des amas de galaxies et de l'univers dans son ensemble. Mais évidemment, les astronomes, ils ont des idées pour essayer de savoir ce que c'est. Il y a des gens qui font l'hypothèse, par exemple, que l'énergie sombre, c'est une forme de propriété intrinsèque de l'espace, une sorte d'élasticité intrinsèque fondamentale. Il y en a d'autres qui pensent que c'est une nouvelle forme de matière complètement inconnue de la physique des particules, qui exercerait une pression sur l'univers dans son ensemble. Et en fait, de comprendre le comportement de l'énergie sombre, ça va nous permettre de comprendre un peu plus le destin ultime de l'univers dans son ensemble. Alors évidemment, il y a plusieurs scénarios qui sont en lice, selon le comportement de l'énergie sombre et selon sa nature. Par exemple, si l'énergie sombre est une propriété intrinsèque de l'espace, sa contribution au fil du temps, elle va rester la même en permanence. Dans un volume donné d'espace, il y aura toujours la même quantité d'énergie sombre. En astronomie, on appelle ça une constante cosmologique, parce que la densité d'énergie sombre, elle ne varie pas au fil du temps. Et donc si l'univers il est dominé par une constante cosmologique, eh bien, son destin ultime, il est déterminé par une espèce d'expansion indéfinie et un refroidissement jusqu'au point où plus rien d'intéressant ne peut avoir lieu. On appelle ça le scénario du Big Freeze ou de la mort thermique de l'univers. Donc ça, c'est le scénario un peu chiant, mais il y a d'autres scénarios un petit peu plus apocalyptiques, un petit peu plus épiques. Notamment si la densité d'énergie sombre elle augmente au fil du temps, ce qui est aussi une possibilité, même si elle est beaucoup plus exotique que tous les scénarios qu'on a à l'heure actuelle, et l'univers, cette fois, il est condamné à s'étendre de plus en plus vite, de plus en plus rapidement, jusqu'au point où l'intégralité des structures de l'univers vont se disloquer. Donc d'abord les amas de galaxies, puis les systèmes stellaires, puis les étoiles et les planètes, et à la fin, même les atomes vont finir par exploser. Donc c'est un scénario qui est complètement terrifiant pour les futurs habitants du cosmos, et c'est un scénario qu'on appelle le Big Rip, le grand déchirement. Mais alors pas de panique, il y a aussi un autre scénario, peut-être un petit peu plus rassurant, enfin je sais pas, on parle quand même de la fin du monde, c'est si la densité de l'énergie sombre, elle diminue avec le temps, si l'énergie sombre, elle s'affaiblit avec le temps, la conséquence de ça, c'est que l'univers, en fait, s'il n'a plus d'énergie sombre, l'intégralité de la gravitation produite par l'intégralité de la matière de l'univers, va finir par arrêter l'expansion de l'univers, il ne va pas s'étendre de manière indéfinie, et donc il va se recontracter au bout d'un moment jusqu'à atteindre, toute la matière va se rejoindre en un seul point. On appelle ça le scénario du Big Crunch, le grand effondrement. Alors je ne sais pas c'est quoi votre scénario préféré, ou en tout cas le scénario le moins anxiogène. Personnellement, moi quand je me confronte à ces échelles de temps qui sont bien au-delà de ma propre existence, il y a une espèce de mélange un peu complexe d'émotions. Il y a une espèce d'angoisse latente déjà de ma propre finitude. Il y a aussi une espèce de nostalgie d'un futur perdu quand je pense à tous les événements qui n'auront pas lieu. Mais il y a aussi une reconnaissance, un sentiment de reconnaissance assez profond quand même, de dire que je vis dans une période très spéciale de l'histoire de l'univers où on peut encore contempler la lueur rassurante des étoiles. Donc ce que je vous encourage à faire à la fin de cette conférence, en tout cas ce soir, c'est de regarder le ciel, de lever les yeux vers le ciel pendant qu'il est encore temps. Donc merci.